Chapitre 12. Environnement, temps, harmonie et prudence. Décrivez-nous le principe actif des influences environnementales en tant que facteur déterminant de nos destinées humaines. L'environnement est constitué de toutes les forces mentales, spirituelles et physiques qui affectent et influencent les êtres humains. Quel lien éventuel existe-t-il entre les influences environnementales et le rythme hypnotique ? Le rythme hypnotique cristallise, solidifie et rend permanentes les habitudes mentales humaines. Ces dernières sont activées par l'influence de notre environnement. En d'autres termes, la substance même qui alimente nos pensées provient de notre environnement. Les habitudes mentales deviennent permanentes par l'action du rythme hypnotique. Quel est l'aspect le plus important de notre environnement ? La partie qui détermine plus que toutes les autres si un individu fera un emploi positif ou négatif de son esprit. La partie la plus importante de notre environnement est celle créée par nos interactions avec nos semblables. Chacun absorbe et récupère consciemment ou non les habitudes mentales de ceux avec qui il est étroitement associé. Voulez-vous dire qu'être constamment associé à une personne dont les habitudes mentales sont négatives aura tendance à générer aussi des habitudes mentales négatives ? Oui, la loi du rythme hypnotique oblige chaque être humain à avoir des habitudes de pensée qui correspondent aux influences prédominantes de son environnement, particulièrement avec cette partie de son environnement qu'il a créée de par son interaction avec les autres. À vous écouter, il est donc important de sélectionner ses proches associés avec beaucoup de prudence. Oui, vos proches associés doivent être choisis avec autant de soin que les aliments que vous consommez, afin de vous associer à des gens dont les pensées prédominantes sont positives, bienveillantes et harmonieuses. Quelle catégorie d'associés exerce la plus grande influence ? Votre conjoint, la personne avec qui vous partagez votre domicile, et votre associé professionnel. Après, viennent les amis et les connaissances intimes. Les connaissances occasionnelles et les inconnus n'exercent que peu d'influence sur votre esprit. Pourquoi un conjoint a-t-il une influence si forte sur notre état d'esprit ? Parce qu'une relation conjugale nous place sous l'influence de forces spirituelles d'une telle intensité qu'elles en deviennent les forces prédominantes de notre esprit. Comment les influences environnementales peuvent-elles être utilisées pour briser l'emprise du rythme hypnotique ? Toutes les influences qui cristallisent nos habitudes mentales deviennent permanentes par l'action de la loi du rythme hypnotique. Vous pouvez modifier les influences de votre environnement de telle sorte que ces influences principales deviennent positives ou négatives, et la loi du rythme hypnotique les fixera, les rendra permanentes, à moins bien sûr qu'elles ne soient modifiées avant cela par nos habitudes mentales. Pour énoncer cette vérité autrement, tout un chacun peut être soumis à n'importe quelle influence environnementale désirée, qu'elle soit positive ou négative. Et la loi du rythme hypnotique rendra donc cette influence permanente, dès qu'elle sera suffisamment puissante pour devenir une habitude mentale. Est-ce ainsi que fonctionne cette loi ? C'est exactement comme cela. Prenez garde à toutes les forces qui influencent vos pensées, car ce sont elles qui constituent votre environnement et qui déterminent votre destin terrestre. Quel genre de personnes maîtrisent les influences provenant de leur environnement ? Ceux qui ne se laissent pas aller à la dérive. Tous ceux qui sont victimes de l'habitude de se laisser aller se privent de la possibilité de choisir eux-mêmes leur propre environnement. Ils deviennent les victimes de chacune des influences négatives présentes dans leur milieu. N'y a-t-il donc aucun espoir pour ceux qui se laissent dériver ? N'y a-t-il aucun moyen pour eux de bénéficier de l'influence favorable d'un environnement positif ? Si les personnes à la dérive ont un moyen de s'en sortir, elles peuvent cesser justement de se laisser aller, reprendre leur esprit et choisir un environnement qui leur inspire des pensées positives.
Elles peuvent effectuer ce changement par l'expression de leur volonté et en prenant une direction claire et définie. Est-ce la seule action qui nous permette de faire disparaître cette mauvaise habitude, consistant à se laisser aller, à dériver? Cette habitude n'est-elle finalement rien d'autre qu'un état d'esprit? Dériver n'est rien d'autre qu'un état d'esprit négatif, un état d'esprit caractérisé par une absence d'intention, de finalité et de but. Quelle procédure efficace peut-on appliquer pour se créer un environnement propice au développement et au maintien d'habitudes mentales positives? L'environnement le plus efficace pour cela est celui qui peut naître de l'alliance amicale d'un groupe d'individus déterminés à s'entraider pour réaliser un but précis. Ce genre d'alliance s'appelle le mastermind. Par son action, chacun pourra s'associer à des individus soigneusement sélectionnés, dont les membres contribueront à l'alliance d'esprit ainsi formée. Leurs connaissances, leur expérience, leur éducation, leurs plans ou leurs idées correspondant à ses besoins afin de réaliser un objectif commun clairement défini. Les leaders qui réussissent le mieux, tout milieu confondu, tirent avantage de ce type d'influence environnementale qu'ils ont façonné à leur mesure. Une réussite exceptionnelle, quelle qu'elle soit, serait impossible sans la coopération réciproque, amicale et bienveillante de plusieurs personnes. En d'autres termes, ceux qui réussissent doivent maîtriser leur environnement pour se préserver de l'influence préjudiciable d'un environnement négatif. Que dire des personnes dont les obligations envers certains membres de leur famille font qu'il leur est impossible d'éviter cette influence négative, qui provient donc de leur environnement? Aucun être humain n'est lié à quiconque par la moindre obligation. À partir du moment où celle-ci le priverait du privilège de construire ses propres habitudes mentales au sein d'un environnement positif. En revanche, chaque être humain a un devoir envers lui-même, celui d'éliminer de son environnement toute influence qui, de près ou de loin, pourrait contribuer à lui faire développer des habitudes de pensée négatives. N'est-ce pas là une philosophie froide, voire même cynique? Seuls les forts peuvent survivre. Personne ne peut être fort sans se soustraire de toute influence le conduisant à avoir des habitudes mentales négatives. Ces dernières détruisent la possibilité et le privilège de l'autodétermination, quelle que soit la cause de telle habitude. Les habitudes de pensée positive peuvent être maîtrisées par l'individu et utilisées au service de ses buts et de son objectif principal. Les habitudes mentales négatives, en revanche, asservissent l'individu et le privent de sa possibilité d'être autodéterminé. J'en déduis que ceux qui maîtrisent les influences environnementales, à partir desquelles leurs habitudes de pensée se construisent, sont maîtres de leur destin terrestre, alors que tous les autres ne sont rien d'autre que des marionnettes. Cette formulation est-elle juste? Parfaitement. Qu'est-ce qui détermine nos habitudes de pensée? Toutes nos habitudes sont dues à des désirs ou à des motivations inhérents, ou acquis. En d'autres termes, les habitudes sont la conséquence d'un désir précis. Que se produit-il dans notre cerveau physique au moment où nos habitudes mentales se construisent? Nos désirs sont des impulsions d'énergie organisée, appelées pensées. Les désirs, combinés à des ressentis, magnétisent les cellules du cerveau dans lesquelles ils s'inscrivent et préparent ces dernières à être influencées et dirigées par la loi du rythme hypnotique. Lorsqu'une pensée apparaît dans notre cerveau, ou que ce dernier lui donne naissance, et lorsqu'elle s'associe à un désir émotionnel intense, la loi du rythme hypnotique commence immédiatement à la transformer en sa réplique physique. Les pensées dominantes, sur lesquelles la loi du rythme hypnotique agit en premier, sont celles avec lesquelles les désirs et les ressentis les plus intenses s'associent. Les habitudes mentales se construisent par la répétition incessante de certaines pensées précises. Quelles sont les motivations ou les désirs les plus impératifs poussant une personne au passage à l'acte? Les 10 motivations les plus répandues qui inspirent la plupart de nos actes physiques sont le désir du sexe et le désir d'amour,
le désir de nourriture physique, le désir de s'exprimer spirituellement, mentalement et physiquement, le désir de perpétuation après la mort, le désir de pouvoir sur autrui, le désir de richesse matérielle, le désir de connaissance, le désir d'imiter autrui, le désir de dépasser autrui, les 7 peurs fondamentales. Il s'agit là des désirs dominants inspirant la plupart des actions et des entreprises humaines. Qu'en est-il des désirs négatifs, comme la cupidité, l'envie, l'avarice, la jalousie et la colère? Ne s'expriment-ils pas plus souvent que nos désirs positifs? Tous les désirs négatifs ne sont en fait rien d'autre que des désirs positifs frustrés. Ils sont inspirés par toutes sortes de défaites, d'échecs, notamment l'échec à l'adaptation correcte aux lois de la nature. C'est une nouvelle perspective sur les pensées négatives. Si je comprends bien vos propos, toutes les pensées négatives sont inspirées par notre négligence ou notre échec à gérer harmonieusement les lois de la nature. Est-ce exact? C'est tout à fait exact. La nature ne tolère pas l'inactivité ou le vide, de quelque nature que ce soit. Tout espace doit être et se retrouve rempli par quelque chose. Tout ce qui existe, aussi bien sur le plan physique que spirituel, doit rester constamment en mouvement. Le cerveau humain ne fait pas exception à cette loi. Il a été créé pour capter, organiser, spécialiser et exprimer la puissance de la pensée. Lorsqu'un individu n'utilise pas son cerveau pour l'expression de pensées positives et créatrices, la nature remplit le vide ainsi créé en obligeant le cerveau à traiter ses pensées négatives. Le cerveau ne peut jamais rester inactif. Comprenez ce principe et vous aurez une nouvelle compréhension importante du rôle joué par les influences environnementales dans la vie humaine. Vous comprendrez mieux également comment fonctionne la loi du rythme hypnotique qui maintient tout un chacun constamment en mouvement pour exprimer sous une forme ou une autre des principes positifs ou négatifs. La nature ne se préoccupe pas de morale en tant que telle. Elle ne se préoccupe ni du bien ni du mal. Elle ne s'intéresse ni à la justice ni à l'injustice. Elle ne s'intéresse qu'à obliger toute chose et tout être à exprimer par l'action sa nature propre, essentielle. Voici une interprétation qui met la lumière sur la façon dont la nature agit. Vers qui pourrais-je bien me tourner pour corroborer vos affirmations? Vers des hommes de science, des philosophes, vers n'importe quel penseur avisé en fin de compte, et enfin, vers les manifestations physiques de la nature elle-même. La nature ne possède rien que l'on pourrait apparenter à de la matière morte. Chaque atome de matière est constamment en mouvement. Toute énergie est constamment en mouvement. Il n'existe aucun vide inerte, nulle part. Le temps et l'espace sont littéralement des manifestations de mouvement d'une telle vélocité que l'être humain est incapable de la mesurer. Hélas, nous en arrivons nécessairement à la conclusion, d'après ce que vous dites, que les sources de connaissances fiables sont extraordinairement limitées. Les sources de connaissances développées sont limitées. Chaque cerveau humain adulte normal est potentiellement un portail pour toute la connaissance pouvant exister dans l'ensemble des univers. Chaque cerveau humain adulte normal possède en son sein la possibilité d'établir une communication directe avec l'intelligence infinie, dans laquelle se trouve incluse toute la connaissance existante ou n'ayant jamais existé. Votre affirmation me conduit à penser que les êtres humains peuvent eux-mêmes devenir tout ce qu'ils attribuent à cet être qu'ils appellent Dieu. Est-ce bien là le sens de ce que vous dites? En vertu de la loi d'évolution, le cerveau humain est en cours de perfectionnement dans le but de parvenir à communiquer à volonté avec l'intelligence infinie. La perfection pourra lui parvenir par un développement organisé du cerveau, et ce, grâce à son adaptation aux lois de la nature. Le temps est le facteur qui le conduira à cette perfection. Quelle est la cause de ces cycles d'événements récurrents, comme les épidémies, les dépressions économiques, les guerres et les vagues de crimes? Toutes les épidémies de ce genre, par lesquelles un grand nombre de personnes est affecté, sont causées par la loi du rythme hypnotique, en vertu de laquelle la nature consolide les pensées
de nature semblable, et fait en sorte que ces pensées s'expriment au moyen d'actions de masse. Et donc, la Grande Dépression est apparue parce qu'un grand nombre de personnes avaient été conduites à avoir des pensées de peur. Est-ce bien cela ? Exactement. Des millions de personnes s'efforçaient d'obtenir quelque chose pour rien, en spéculant à la bourse. Lorsqu'elles se sont aperçues tout à coup qu'elles n'avaient rien obtenu, mais qu'elles avaient en fait plutôt perdu, elles ont commencé à prendre peur et se sont précipitées vers leur banque pour retirer leur argent, ce qui a déclenché une panique générale. À cause des milliards de pensées émises par ces masses, par ces millions d'esprits, tous aux prises avec la peur et la pauvreté, la dépression s'est de fait prolongée durant plusieurs années. J'en déduis que la nature renforce les pensées prédominantes de tout un chacun et qu'elle exprime l'ensemble de ces pensées sous une forme ou une autre par l'action des masses, comme par exemple une dépression, ou au contraire un boom économique, etc. Est-ce exact ? Oui, vous y êtes. Abordons maintenant le prochain de ces 7 principes. Décrivez-le-nous. Le prochain principe est celui du temps, qui est la 4e dimension. Quel est le lien entre le temps et le fonctionnement de la loi du rythme hypnotique ? Le temps est identique à la loi du rythme hypnotique. Le temps est nécessaire pour rendre permanentes nos habitudes de pensée, qui dépendent de l'objet et de la nature de nos pensées. Mais je croyais vous avoir entendu dire que la seule chose qui ne change pas dans la nature est justement le changement. Si c'est vrai, alors le temps est constamment en train de modifier, de réarranger et de recombiner toutes choses, y compris nos propres habitudes de pensée. Comment, dès lors, la loi du rythme hypnotique pourrait-elle rendre permanentes nos habitudes de pensée ? Le temps sépare toutes nos habitudes de pensée en 2 catégories. Les pensées positives et celles négatives. Nos pensées individuelles sont bien sûr constamment en train de se modifier et de se réarranger pour correspondre à nos désirs, mais les pensées elles-mêmes ne passent pas du négatif au positif ou vice-versa, sauf suite à un effort délibéré de l'individu. Le temps sanctionne l'individu pour toutes ses pensées négatives et le récompense pour toutes ses pensées positives, selon la nature et la finalité des pensées en question. Si les pensées dominantes d'un individu sont négatives, le temps le sanctionnera en bâtissant dans son esprit des habitudes de pensée négatives. Puis il scellera ces habitudes de façon à la rendre permanente à chaque seconde de son existence. Les pensées positives sont pareillement tissées au fil du temps pour en faire des habitudes permanentes. Le terme permanent, bien sûr, fait référence à la durée de vie naturelle de l'individu. À strictement parler, rien n'est donc vraiment permanent. Le temps transforme des habitudes de pensée en quelque chose qu'on pourrait qualifier de permanent vis-à-vis de la durée de vie d'un individu. Je comprends mieux maintenant comment fonctionne le temps. Quelles sont les autres caractéristiques du temps en rapport avec le destin terrestre des êtres humains ? Le temps est l'influence mûrissante de la nature. C'est grâce à lui que l'expérience humaine peut évoluer et se transformer en sagesse. Les gens ne naissent pas sages d'emblée, mais ils ont la capacité de réfléchir, ce qui fait qu'il leur est possible, avec le temps, de se frayer par la réflexion un chemin jusqu'à la sagesse. Peut-il arriver à des jeunes de posséder la sagesse ? Seulement sur quelques sujets très élémentaires. La sagesse ne peut venir qu'avec le temps. Elle ne peut pas être transmise en héritage, ni d'une personne à une autre, sauf par l'action du temps qui passe. Le temps oblige-t-il nécessairement l'individu à gagner en sagesse ? Non, la sagesse ne peut venir qu'à des personnes qui ne se laissent dériver en aucun cas et qui se constituent des habitudes de pensée positives en tant que force prédominante de leur vie. Les personnes aux prises avec la dérive et celles dont les pensées majoritaires sont négatives ne connaîtront jamais la sagesse, sauf d'une manière extrêmement primitive et élémentaire. En écoutant ce que vous dites,
J'en conclus que le temps est l'allié de la personne qui entraîne son esprit à prendre des habitudes de pensée positives et inversement, l'ennemi de la personne qui se laisse prendre aux habitudes de pensée négatives. Est-ce juste ? C'est exactement ça. Toute personne rentre dans l'une ou l'autre de ces deux catégories. Ceux qui se laissent dériver ou ceux qui se prennent en main. La première catégorie sera toujours à la merci de la seconde. Et le temps rend cette relation permanente. Voulez-vous dire que si je me laisse dériver, le long du cours de la vie, sans but précis ni finalité, une personne qui au contraire se sera prise en main pourra me dominer et que le temps ne servira qu'à renforcer la puissance de son emprise ? C'est bien ça. Qu'est-ce que la sagesse ? La sagesse réside en la capacité à être en rapport avec les lois de la nature, de façon à en tirer le meilleur profit, et en la capacité à être en rapport avec d'autres personnes pour bénéficier de leur coopération et de leur bonne volonté harmonieuse. Tout ceci a pour but final de permettre à quiconque d'obtenir de la vie tout ce qu'il souhaite lui demander. Et donc, la connaissance accumulée n'est pas de la sagesse. Grand Dieu, non. Si c'était le cas, les conquêtes scientifiques n'auraient jamais pu se transformer en vecteurs de destruction. Que faut-il pour que la connaissance devienne sagesse ? Du temps et le désir de parvenir à la sagesse. Cette dernière n'est pas quelque chose qui puisse être asséné à qui que ce soit. Elle ne peut être acquise, si possible, que par des pensées positives et un effort volontaire. Est-il sans danger pour tout le monde d'avoir la connaissance ? Il n'est jamais sans danger pour quiconque de disposer d'une connaissance étendue, si elle est dénuée de sagesse. À quel âge la plupart des gens, destinés à devenir des sages, commencent-ils vraiment à l'être ? La plupart des gens doivent avoir plus de 40 ans pour être sages. Plus jeunes, ils sont bien souvent trop occupés à acquérir des connaissances et à les appliquer, ce qui les empêche de consacrer tous les efforts nécessaires pour cette quête. Quelles circonstances ont-elles le plus de chances de nous conduire à la sagesse ? L'adversité et l'échec. C'est le langage universel utilisé par la nature pour conférer la sagesse aux personnes réceptives. L'adversité et l'échec conduisent-ils nécessairement à la sagesse ? Non, cela ne concerne que les personnes prêtes à la recevoir et qui l'auront recherchée délibérément. Qu'est-ce qui peut déterminer l'empressement d'une personne à accueillir la sagesse ? Le temps et ses habitudes de pensée. Une connaissance nouvellement acquise est-elle l'égale d'une autre ayant subi l'épreuve du temps ? Non, une connaissance éprouvée par le temps sera toujours nécessairement supérieure à une connaissance récemment acquise. Le temps confère à la connaissance la force de la certitude, aussi bien du point de vue qualitatif que quantitatif. Le temps la rend également plus fiable. On ne peut jamais être absolument certain d'une connaissance qui n'a pas encore été suffisamment éprouvée. Qu'est-ce qu'une connaissance fiable ? C'est une connaissance qui se conforme à la loi naturelle, ce qui signifie qu'elle est fondée sur la pensée positive. Le temps modifie-t-il les valeurs d'une connaissance ? Oui, le temps modifie et altère toutes les valeurs. Une connaissance considérée comme valable aujourd'hui pourra très bien s'avérer nulle et non avenue le lendemain, à la suite d'un réarrangement des faits et des valeurs, avec le temps. Ce dernier transforme toutes les relations humaines, pour le meilleur ou pour le pire, selon le type de relation avec nos semblables, prévalant au sein d'une société donnée. Dans le domaine de la pensée, il y a un moment juste pour semer les graines et un autre pour récolter les fruits, tout comme il existe le temps des semailles et celui des récoltes dans le domaine agricole. Sans un intervalle de temps adéquat entre les semailles et la récolte, la nature modifiera ou réduira les récompenses potentielles des semailles. Et maintenant, décrivez-nous les deux derniers de ces 7 principes. Le principe suivant est l'harmonie. Partout dans la nature, chacun peut trouver la preuve que la loi naturelle fonctionne toujours
d'une manière ordonnée, se conformant à la loi de l'harmonie. Par cette loi, la nature oblige tous les éléments constitutifs d'un environnement donné à s'associer de manière harmonieuse. Comprenez cette vérité et vous aurez une vision nouvelle et plus intrigante du pouvoir de l'environnement. Vous comprendrez pourquoi le fait de s'associer à des esprits négatifs est fatal pour les êtres en quête d'autodétermination. Voulez-vous dire que la nature oblige délibérément les êtres humains à s'harmoniser aux influences provenant de leur environnement? Oui, c'est exact. La loi du rythme hypnotique impose à chaque être les influences dominantes de l'environnement dans lequel il se trouve. Si la nature contraint les êtres humains à ressembler à leur environnement, quelle issue reste-t-il aux personnes prisonnières d'un environnement de pauvreté et d'échec, dont elles souhaiteraient pouvoir s'échapper? Elles devront modifier leur milieu ou demeurer dans la misère. La nature n'autorise personne à échapper aux influences de son environnement. Cependant, la nature, dans son abondante sagesse, a donné à chaque être humain le privilège de pouvoir se constituer son propre environnement, mental, spirituel et physique. Mais une fois qu'il l'a établi, il doit en faire partie intégrante. Tel est l'inexorable fonctionnement de la loi d'harmonie. Dans une association professionnelle, par exemple, qui possède le rôle ayant une influence dominante? Celui qui détermine le rythme de l'environnement? L'individu ou les individus qui pensent et agissent en vue d'une finalité définie. Est-ce vraiment aussi simple que ça? Oui, une finalité nettement définie est le point de départ permettant à tout individu de se constituer son propre environnement. Je ne vous suis pas vraiment dans ce raisonnement. Le monde entier est déchiré par des guerres, des dépressions économiques et d'autres formes de conflits où règne décidément tout sauf l'harmonie. La nature ne semble donc pas obliger les êtres humains à s'harmoniser entre eux. Comment expliquez-vous cette incohérence? Il n'y a là aucune incohérence. Les influences prédominantes du monde sont, comme vous le dites, négatives. Qu'à cela ne tienne, la nature oblige les êtres humains à s'harmoniser aux influences dominantes de leur environnement mondial. L'harmonie peut se manifester aussi bien positivement que négativement. Par exemple, un groupe de détenus pensera et agira le plus souvent de manière négative. Mais la nature s'assurera que les influences dominantes de la prison pénètrent chaque individu qui s'y trouve. Un groupe de personnes misérables, vivant dans un taudis, se querellera très facilement et sera donc apparemment réfractaire à toute forme d'harmonie. Mais la nature forcera néanmoins chacune d'entre elles à s'intégrer à l'influence dominante de leur environnement. L'harmonie, dans le sens où ce terme est employé ici, signifie que la nature met toute chose dans l'univers en relation avec d'autres éléments de nature semblables. Les influences négatives seront forcées de s'associer les unes avec les autres, quelles qu'elles soient. Les influences positives seront elles aussi contraintes à s'associer aussi nettement et fermement. Je commence à comprendre pourquoi les capitaines d'industrie prennent tellement de soin à choisir leurs associés. Les hommes qui réussissent, dans quelque domaine que ce soit, se constituent généralement leur propre environnement, et ce, en s'entourant de personnes qui pensent et agissent en termes de succès. C'est bien ça l'idée. C'est exactement ça. Observez et tirez-en profit que s'il y a une chose sur laquelle tous les hommes qui réussissent insistent, c'est l'harmonie qui doit régner entre leurs associés. Une autre caractéristique des personnes qui réussissent, c'est que leurs actions s'inscrivent dans une finalité clairement définie et qu'ils insistent que leurs associés procèdent de la même manière. Comprenez ces deux vérités et vous comprendrez la différence majeure qui distingue un homme comme Henry Ford d'un travailleur saisonnier. Maintenant, parlez-moi du dernier des 7 principes. Le dernier principe est celui de la prudence. Juste après l'habitude de se laisser aller, le trait le plus dangereux pour un être humain est le manque de prudence. Les gens se laissent dériver dans toutes sortes de circonstances dangereuses parce qu'ils n'ont pas suffisamment exercé de prudence en planifiant à l'avance leurs actions. Une personne à la dérive agit toujours sans la moindre prudence. Elle agit d'abord et pense après. Si elle y pense, bien sûr. Elle ne choisit pas ses amis. Elle se laisse partir à la dérive et permet que les gens s'attachent à elle comme ils le veulent. Elle ne choisit pas son activité. Elle dérive à travers sa scolarité et se contente du premier emploi venu.
lui permettant simplement de s'habiller et de se nourrir. Elle invite les gens à la tromper en affaires, en négligeant de s'informer sur les lois du marché. Elle invite la maladie dans sa vie, en négligeant d'apprendre les règles d'une vie saine. Elle invite la pauvreté dans son expérience, en négligeant de se protéger contre les influences environnementales des pauvres et des miséreux. Elle attire l'échec à chaque pas de son chemin, en négligeant d'exercer la prudence élémentaire, consistant à observer chez autrui les causes de leur échec. Il invite la peur sous toutes ses formes par un manque de cette prudence qui consiste à examiner les causes de la peur. Elle échoue dans sa vie conjugale parce qu'elle néglige d'être prudente dans le choix de son conjoint et qu'elle est encore moins prudente dans son comportement relationnel après le mariage. Elle perd ses amis ou les voit se transformer en ennemis suite à ce manque de prudence, de cette prudence qui aurait consisté à établir à leur égard des relations fondées sur des bases saines. Est-ce que tout le monde manque de prudence? Non, seulement les personnes qui ont pris l'habitude de se laisser dériver. La personne qui évite cet écueil exercera toujours sa prudence. Elle réfléchira soigneusement à ses projets avant de les mettre en œuvre. Elle tolérera les fragilités humaines de ses associés et prévoira un moyen d'y pallier. Si elle confie une mission importante à un messager, elle enverra aussi une autre personne pour s'assurer que le premier ne faillit pas à sa mission. Puis elle les surveillera tous les deux pour s'assurer que ses désirs ont été obéis, mais elle ne prendra jamais quoi que ce soit comme un dû, la prudence étant, pour elle, l'assurance de son succès. Est-ce qu'un excès de prudence ne peut pas être aussi parfois préjudiciable qu'un manque de prudence? Non, nul n'est jamais trop prudent. Ce que vous appelez excès de prudence est une expression inspirée par la peur. La peur et la prudence sont complètement différentes. Ne nous arrive-t-il pas parfois de confondre la peur et un excès de prudence? Oui, ça peut arriver parfois, mais la plupart des gens se créent des dangers beaucoup plus désastreux que par un excès de cette vertu, par leur absence totale d'habitude prudente. Comment la prudence peut-elle être utilisée de la façon la plus avantageuse possible? Dans le choix de ses associés et dans le type de relation liée avec autrui. La raison pour cela est évidente. Nos associés sont la composante la plus importante de notre milieu. Et ce sont les influences environnementales qui vont déterminer si nous devenons une personne ayant adopté l'habitude de se laisser aller ou l'inverse. La personne qui exerce une saine prudence dans le choix de ses associés ne s'associera jamais de près avec une personne ne lui apportant pas, du fait de leur association, un bénéfice précis, qu'il soit d'ordre psychologique, spirituel ou économique. Cette façon de choisir ses associés n'est-elle pas un peu égoïste? Elle est censée et rend possible l'autodétermination. C'est le désir de toute personne normale d'atteindre le succès et le bonheur matériel. Rien ne contribue plus à son propre succès que des associés soigneusement sélectionnés. Le soin et la prudence dans le choix de ses associés est ainsi un devoir pour toute personne souhaitant devenir heureuse et prospère. La personne à la dérive permet à ses associés les plus proches de s'attacher à lui selon leur propre entendement. À l'inverse, celui qui ne se laisse pas aller, parce qu'il choisit avec soin ses associés, ne permettra à personne de devenir un associé proche, à moins que la personne en question ne lui procure une influence positive et utile, d'une façon ou d'une autre, ou quelque avantage précis. Je ne m'étais jamais rendu compte à quel point être prudent dans le choix de ses amis pouvait avoir des conséquences aussi importantes pour son propre succès ou son propre échec. Est-ce que tous les gens qui réussissent exercent la prudence quand il s'agit de sélectionner leurs associés, que ce soit sur le plan professionnel, social ou en affaires? Sans l'exercice de la prudence au moment du choix de ses associés, personne ne peut avoir l'assurance de réussir, dans quelque domaine que ce soit. Et à l'inverse, le manque de prudence entraîne presque obligatoirement la défaite, quelle que soit l'entreprise. Le diable a dit: la substance dont s'alimentent vos pensées provient de votre environnement. Le rythme hypnotique rend permanentes vos habitudes de pensée. Avez-vous déjà ressenti à quel point votre attitude et ou votre humeur devient négative au contact d'une personne négative? S'agissait-il de votre épouse, de votre enfant ou de votre associé?
Il suggère qu'il est nécessaire d'émettre des pensées positives, bienveillantes et harmonieuses, non seulement pour contrecarrer l'effet des pensées négatives, mais aussi pour leur permettre de devenir de plus en plus positives. S'il s'agit de votre partenaire professionnel, évaluez si c'est une relation que vous souhaitez conserver ou si vous préférez simplement vous éloigner de lui, et donc de sa négativité. Les perturbations économiques actuelles aux États-Unis et dans le monde ont été déclenchées dans des conditions semblables. Des millions de personnes ont essayé d'obtenir quelque chose pour rien dans l'immobilier ou sur les marchés financiers. Quand tout a commencé à s'effondrer, ces millions de gens ont pris peur et ce fut encore une fois la panique. En transformant toutes les pensées de ces innombrables personnes, en leur faisant renoncer à la peur pour se focaliser plutôt sur des principes financiers fondamentalement sains, parviendrons-nous à stabiliser l'économie? La philosophie de Napoleon Hill peut nous montrer le chemin, c'est à nous de choisir.